Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir sur Calédonia. Ce soir dans Politis, on se pose une question. Sommes-nous libres de voter ce qu'on veut au pays? Sommaire. Le jour du vote dans l'isoloir, on est seul. Un bulletin, une enveloppe, un choix. Et pourtant, ce choix nous appartient-il vraiment? Est-ce que je vote par moi-même? Pour y répondre, je reçois le sociologue John Passa et le psychologue Grégoire Thibouville. Puis nous irons à Poya où nous retrouverons l'historien Ismet Kurtovic. Avec lui, nous reviendrons aux origines du vote et nous verrons comment l'histoire a contribué au façonnement des citoyens d'aujourd'hui. Pourquoi choisissons-nous de voter pour tel ou tel candidat? Est-ce d'ailleurs vraiment notre choix? Nous vous avons posé la question, regardez. Je pense que je vais plus voter pour une personne qui aura un bon programme, de bonnes idées. Ses appartenances, sa religion, tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un avis que tout le monde doit avoir en fonction des programmes et des idées. Sans programme. Pourquoi? Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il prévoit, quand il sera élu, qu'est-ce qu'il prévoit de faire pour les gens qui habitent en Calédonie. Moi, je vote par rapport aux idées du candidat, quoi. Je suis pas la famille, je suis personne. J'ai aucun critère, mais tout ce que je demande, je vais donner ma voix à la personne qui va se concentrer sur le plan provincial et qui n'aura aucun poste à côté. Je pense que c'est important de s'intéresser au programme quand même. Je vais au moins lire, voir s'il y a des choses qui me parlent, qui m'intéressent. Après, ça ne veut pas forcément dire que je saurai quoi voter. Je vais quand même me baser aussi sur l'avis de mes parents toujours, parce qu'ils ont un avis assez tranché là-dessus. Ils ont un bon avis, je trouve, sur ces genres de trucs, donc je leur fais confiance. Ma mère ne peut pas voter actuellement parce qu'elle n'était pas là avant 98. Donc j'ai porté son vote pour ces élections. C'est moi-même qui décide, non. Vous votez en votre âme et conscience. Voilà, parce que comme c'est un droit. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire assez petit. Donc très vite, on se retrouve avec des gens de notre entourage qui font partie de listes électorales. Donc souvent, on se retrouve très rapidement à devoir parler de ce genre de sujet. Et oui, ça influence complètement mes choix, entre guillemets, dans le sens où je me sens obligé de me positionner alors que j'ai pas forcément envie. Ma famille, elle est là autour de nous, elle est là pour nous supporter tout le temps. Donc la famille, c'est très important. Et donc je voterai en fonction de ma famille. Ce que passe ma famille, je ferai pareil qu'elle. Voilà. Si les candidats proposés, ils ont des idées, des programmes me concernant, oui, ça va peut-être m'influencer. Ouais. Quelque chose qui m'attriste énormément, moi, aujourd'hui dans la politique en général et dans la République qu'on a actuellement, c'est que le vote blanc ne soit pas comptabilisé. Donc en fait, on est obligé de voter pour le moins pire, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on se sent obligé de voter pour quelqu'un. Ça veut dire que si ça ne nous convient pas, on se fait banane et puis on n'a pas le choix que de voter en fait. Choisir un programme, des idées, mais comment choisit-on vraiment le programme qui nous convient? On en parle tout de suite dans notre grand échange. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous ce soir. Ouvrons peut-être avec vous, Grégoire Thibouville, vous êtes psychologue. On vient de le voir dans le micro-trottoir qu'on vient de diffuser. Chez les votants, il y a une intention, voter pour un programme qui nous correspond, qui leur correspond. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on choisit le bulletin? Est-ce qu'on le choisit? Alors oui, on le choisit, mais avec certaines influences pluridimensionnelles. Donc sur le principe, on va dire psychologique, on va avoir la dimension de l'identification. Est-ce qu'on s'identifie finalement à un candidat, à un parti, à des idées? On va avoir la dimension des biais cognitifs qui sont importants, qu'on entend un petit peu dans les témoignages d'ailleurs. Bon, par exemple, le biais de confirmation, on va aller rechercher finalement spontanément des informations pour confirmer un petit peu notre pensée ou nos idées, à travers un candidat ou un parti ou un programme par exemple. On va avoir l'effet halo aussi, c'est une personne charismatique et on va avoir tendance finalement à projeter des choses sur ce candidat, même si on ne le connaît pas. Et on va avoir la familiarité, on l'entend ici effectivement, qui joue dans nos choix.
Et alors, au niveau de mon cerveau, qu'est-ce qui se passe? À quel moment il se dit, bon, bah, ça, c'est de mon choix? Est-ce que c'est à travers les émotions générées? Je sais pas. Alors, dans notre développement, je dirais, psychologique, on va progressivement on va dire, développer ce qu'on appelle la fonction du moi, en fonction d'une fonction en tout cas du jeu, hein, de pouvoir s'exprimer en tant que personnalité, en tant qu'individu. Donc cette dimension-là, elle est toujours impliquée et incluse, on verra peut-être avec John, sur la dimension du groupe, de la famille en tout cas. On n'est jamais un individu isolé, mais cependant, dans l'urne, effectivement, on est le seul à pouvoir mettre le petit papier. Justement, vous faites toute ma transition, puisque là, on aborde l'individu, mais John, vous êtes sociologue. Est-ce qu'on est vraiment seul dans cet isoloir? Non, on n'est pas seul. On est habité par beaucoup de choses. On est habité par notre culture, par la familiarité que nous avons avec les candidats. Je pense que la perception que nous avons d'un candidat, elle porte aussi une grande part dans notre choix. C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix parce que c'est le jeu de la démocratie. Et une fois qu'on est dans l'urne, en fait, on est habité par tout le référentiel qu'on a, comme disait le jeune, par la famille. Donc la famille a son importance dans les discussions en interne, et puis la distance que nous avons avec les candidats. Donc c'est aussi, quand on voit l'évolution où on a envie d'une jeunesse qui s'investit, mais en même temps, est-ce que cette jeunesse-là garantit que l'effet jeune va avoir sa part dans ces décisions-là? C'est éminemment compliqué. C'est un choix individuel, mais habité par sa société d'appartenance ou sa famille ou sa culture. Donc oui, par exemple, vous parlez de la famille. Est-ce que si mon père a toujours voté pour tel ou tel parti, est-ce que j'ai plus de chances de voter pour ce parti? En tout cas, c'est un discours qui est familier. C'est un discours il y a une présence de ce discours-là, la tonalité idéologique, si je peux dire, est quelque chose qui est familier à l'intérieur de ce cercle-là. Même si on va essayer de s'émanciper, parce que c'est aussi un peu la revendication, le droit de vote, c'est de s'émanciper. Mais est-ce qu'on s'émancipe vraiment? C'est toute la difficulté de cette émancipation-là quand je vais mettre. Est-ce que c'est moi qui décide, ou est-ce que c'est toute mon éducation en fait qui vient s'inviter dans cet acte-là de voter? Et au-delà du cercle vraiment très proche de la famille, bien sûr, il y a la dimension culturelle. Comment est-ce que ma propre culture influence mon vote? C'est la part collective c'est la part collective qui nous habite. C'est-à-dire, c'est en fait comment l'histoire, même si c'est une histoire où on n'est pas acteur, mais on est aussi cette histoire-là finit par nous éclabousser, en tout cas nous structurer. C'est toute cette part-là collective qui vient systématiquement nous motiver dans nos choix. C'est-à-dire que même si on a le choix, en fait, on a le choix. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Il y a toujours cet élément-là, l'élément familial, mais même le cercle d'amis. Donc il y a des gens aussi qui se retrouvent, qui partagent, qui ont les mêmes référentiels. C'est plus uniquement le référentiel familial, c'est aussi le réseau dans lequel on est inscrit, qui va venir aussi influencer ce choix-là. Alors vous parlez de réseau, justement, je voudrais qu'on regarde ensemble, si vous voulez bien, ce texte. Ce sont des propos prononcés par Jean-Marie Djibaou. C'était en 1981. Il dit « Nous ne sommes jamais, je ne suis jamais moi. Moi, c'est lié à l'individu. Je suis toujours quelqu'un en référence à mes pères, en référence à mes oncles. Cela est très grave dans la société moderne pour prendre des décisions, et surtout des décisions rapides. » John, vous travaillez précisément sur cette ambivalence du je, du nous. Ces propos de Jean-Marie Djibaou résonnent toujours autant aujourd'hui? Plus que jamais, je veux dire plus que jamais, c'était difficile à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes d'urgence. Enfin, c'est comme ça que je perçois un peu la situation à l'heure actuelle. Et quand on est dans une période d'urgence, on a besoin que les choses soient perçues, soient renvoyées, soient débattues, mais avec la finalité de dire on prend la décision d'eux. Maintenant, mais en fait, il n'y a plus de décision. On met toujours à demain, on reporte toujours les choses. Et en fait, il y a le caractère urgent du contexte calédonien. Et puis, il y a l'impossibilité de se conformer à cette urgence-là pour pouvoir donner des réponses qui va venir. C'est pas forcément la bonne réponse, mais c'est une réponse qui va ouvrir
des passages, des ports, des passerelles pour pouvoir engager des discussions. Mais on s'auto-censure. C'est aussi le problème actuel, c'est-à-dire que le choix que nous avons, en fait, elle est aussi conditionnée par des petites formes, des petites censures à l'intérieur qu'on n'ose pas le faire parce qu'on est tiraillé par beaucoup de choses. Et alors justement, on comprend que c'est quand même assez compliqué de se forger sa propre opinion. Comment est-ce qu'on fait dans ce contexte ? On se rattache à ce qui nous a façonné, c'est-à-dire c'est toujours, d'accord, on est sûr de soi si on a un parcours individuel où on a essayé de donner du sens par rapport à ce parcours individuel, mais au bout du bout, on sait que le vote, c'est un acte collectif. C'est qu'au bout du bout, c'est comment on essaye de répercuter. Est-ce que c'est notre conviction qui va jusqu'au bout ou est-ce que c'est les enjeux autres qui va venir nourrir aussi notre choix et donner du sens à ce que nous faisons. C'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Alors, une question peut-être à tous les deux, ouverte à tous les deux. Est-ce que dans ce contexte-là, le vote identitaire, quel qu'il soit, est-ce que c'est pas un peu inévitable, puisqu'on se rassure de ce vote ? Toujours il y a une appartenance, hein, c'est ce qui est un peu exprimé. Il y a le groupe d'appartenance, je dirais, primaire, la famille, après vers les différents groupes secondaires qui vont se greffer, ça peut être les amis ou d'autres sphères, c'est emboîté quand même, donc on n'est pas un individu seul. Et après, en psychologie, il y a un processus, c'est l'individuation, c'est-à-dire il pourrait exister en tant que sujet. Alors c'est joli sur le papier, c'est très difficile à y accéder, et encore plus quand on est dans une dynamique collective ou communautaire, où les liens sont très très forts finalement, et le degré d'appartenance aussi oriente des fois le choix. Il y a une dimension aussi également émotionnelle. Hein. Tout ce qui va être peur, colère, ils vont jouer énormément. Hein, la notion d'urgence aussi. Ils vont jouer sur les choix qui vont être pris par les électeurs. Quoi. Et alors, comment est-ce qu'on gère ce peut-être conflit qu'il y a entre ce jeu, ce nous, dans notre cerveau ? Alors ça peut générer des conflits psychiques, hein, voire des conflits sociaux. Mais une chose est sûre, c'est que finalement, si on sent cette tension en soi, c'est une bonne démarche pour finalement explorer. Est-ce qu'on reste influencé par son environnement ? On le sait tous forcément, hein, on ne vient pas de n'importe où, mais cependant on peut quand même se différencier ou s'individuer, avoir des petites spécificités, ça va dépendre de son environnement familial ou l'entourage. Globalement, est-ce qu'il va nous laisser la possibilité d'exprimer une part différente de soi, un avis qui peut un peu percuter ou je dirais titiller un peu les choses. Donc c'est vrai cette dimension je dirais psychologique est importante. Ouais. D'accord. Alors, une question encore une fois ouverte un peu à tous les deux. Comment est-ce qu'on peut faire bien cohabiter ce jeu et ce nous ? La cohabitation, elle se pose pas. La cohabitation, elle est de fait. C'est-à-dire que les gens gèrent en fonction de leur compréhension des choses à l'instant T où il faut faire les choix. Il n'y a pas une démarche qui fait que je mets le jeu d'un côté parce que c'est le nous. Où je mets le nous parce que je laisse le nous d'un côté parce que c'est le jeu, c'est difficile parce que dans l'environnement social dans lequel les gens évoluent, il y a toujours des interactions, c'est jamais le choix individuel, il est jamais individuel dans les faits. C'est-à-dire que ça entraîne toujours l'effet de la société qui fait que les gens ils vont essayer d'apparaître, d'exister dans ce choix-là en permanence, mais ils savent très bien que ça doit servir à des intérêts, à la modification, en tout cas dans le bon sens des choses. Les gens, ils sont persuadés de ça, mais c'est très compliqué. Et je pense que c'est encore beaucoup plus compliqué ici parce que c'est petit. Et le fait que c'est petit, on sait à peu près qui vote quoi. Donc c'est aussi difficile. La notion d'anonymat de l'urne, c'est de s'émanciper complètement parce qu'on a un vote qui est, enfin, le pratique de l'élection qui est très compliqué ici parce qu'on a aussi des éléments qui viennent polluer parce qu'on va dire il y a des trahisons parce qu'on sait que tu as voté ceci, cela. Et ça rend difficile le choix individuel et dire je suis maître de mon choix. Oui, effectivement. Alors, John, vous le dites, il y a le facteur géographique, il y a d'autres facteurs exogènes en dehors du cercle social proche. Comment ça se fait, par exemple, que naturellement, je vais me sentir plus sensible à telle ou telle opinion, par exemple ? Les gens, ils expriment toujours pour le programme, mais en fait, dans les faits, c'est pour ça que la figure de celui qui est devant, c'est lui qui va conditionner ou non. C'est lui qui va faire que c'est possible, je vais voter. C'est la part de l'affectif, la part affective, elle est énorme, même si on dit que je suis maître de moi, mais non, la part affective, c'est elle qui va dire que je vais voter un tel. Et le sentiment d'appartenance, il joue beaucoup. Donc, on peut parler des programmes, les programmes se valent à peu près, et une fois qu'on a évacué le programme,
c'est la SMS, proximité. Est-ce oui. que j'ai de la proximité avec cet homme-là, cette personne-là, cette femme-là? Et c'est ça qui va, au bout du bout, venir renforcer ou non, mais souvent ça renforce la trajectoire collective et on va aller dans ce sens-là. Et vous parlez d'affect. Il y a, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des espaces qui passent leur temps à renforcer ma propre opinion. Je parle des réseaux sociaux. Est-ce que ça influence ma perception de la réalité? Oui, forcément, parce que en plus les réseaux sociaux, ça dépend de quoi on parle, mais si on pense, on va dire, au fait de scroller ou autre, en tout cas, on va avoir un certain nombre d'algorithmes qui vont présenter des profils, on va dire, d'images ou de vidéos ou d'informations qui sont déjà biaisés finalement d'une certaine manière, parce que selon nos choix, notre orientation un peu ethnique, culturelle, etc., ce On qu'on a donne sur du notre contenu, téléphone, le contenu est en lien. Et donc là, il y a un risque finalement de perte de discernement. Donc c'est l'importance dans une démocratie, en tout cas, c'est aussi d'éduquer notre jeunesse et nous aussi nos anciens à bien faire la différence et à voir que finalement les réseaux sociaux peuvent être un gros facteur d'influence, effectivement. Et on le voit sur les dernières élections présidentielles depuis une dizaine d'années. Oui, effectivement. John, peut-être une remarque sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il porte une partie des réponses à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on a une jeune génération qui rentre dans le champ politique, ils ont c'est un automatisme pour eux de dire on va aller sur les réseaux sociaux parce que c'est des outils qu'on maîtrise et qu'on va pouvoir inonder finalement le paysage dans lequel nous évoluons et ça va faciliter l'entrée d'autres générations ou de nouvelles générations qui n'ont pas forcément cette culture-là des votes. Mais c'est à double tranchant. C'est toujours oui, théoriquement oui, mais après dans la pratique, je veux dire, on n'est pas les seuls à maîtriser ces outils-là. Donc c'est aussi, si on n'a pas la maîtrise, la connaissance, et puis ça revient aussi sur le choix. Si on n'a pas un outillage suffisamment je veux dire, important pour pouvoir faire la part des choses, on est tout de suite happé par un flot d'images parce que c'est ça qui nous entraîne. Justement, vous parlez d'outillage. C'est une question, encore une fois, peut-être à tous les deux. De quels outils on dispose, nous, en tant qu'individus, pour se forger notre propre opinion? L'école, je pense que c'est le premier exercice. C'est on quitte le foyer familial pour vivre une autre expérience sociale. Donc c'est quand même très riche l'école parce que c'est là qu'on développe l'esprit d'analyse. Tous ces éléments-là vont permettre finalement à nos jeunes, et on le voit que c'est difficile, mais c'est quand même le processus qui est très intéressant et il peut être fait aussi dans la famille. Donc ces deux facteurs sont importants. Oui. Oui, je pense que c'est le milieu dans lequel les gens sont qui vont nourrir en fait c'est les enfants, les petits-enfants qui vont essayer de... C'est aussi la capacité des familles à créer les conditions pour expliquer. Comment on explique ce qui se passe, comment on explique les choix. C'est aussi ce travail-là, et souvent qu'on néglige, c'est-à-dire que c'est en complémentarité avec l'école, de venir expliquer ce qui se passe pour pouvoir garder la pertinence de cette chose-là qu'est l'élection. Et alors, comment est-ce qu'on résiste à la pression sociale? J'entends par là, je pense par exemple au dernier référendum où il y a eu un appel au boycott, mais des personnes qui ont quand même souhaité s'y rendre pour exprimer leur oui, leur oui à l'indépendance. Et cette difficulté, pour le coup, je l'ai expérimenté sur le terrain, cette difficulté à pouvoir y aller librement, comment est-ce qu'on résiste à ça? C'est difficile. Pour ici, c'est difficile, parce que là, c'est difficile dans le sens où, à partir du moment où on ne fait pas comme la majorité, en tout cas, telle que l'exprime surtout sur un référendum, je pense que c'est un mot qui est très omniprésent dans le paysage calédonien. Quand on sort des sentiers battus des appartenances, on est dans la trahison systématique. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut le faire sans dire « mais je suis en train de trahir quelque chose ». Mais comme on nous renvoie toujours que ce choix-là, c'est trahir en fait le « nous », ça devient, c'est-à-dire on va voter la peur au ventre. Oui. C'est ça qui empêche, quand on commence à voter la peur au ventre, ça empêche toute discussion après. Comment on déclenche la discussion après, parce que c'est ça qui est important. C'est après comment on fait. Oui, effectivement. Donc là, ça veut peut-être dire redonner un peu du sens au jeu, au droit de vote et au droit d'exprimer son opinion ou son choix. Une dernière question. Comment est-ce que justement on peut nous aider à s'aider à rester maître de nos décisions, de notre libre arbitre?
C'est un esprit encore d'analyse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est quand même une culture qu'on va développer, dans le sens où on va rechercher un certain nombre d'éléments, faire le tri, voir ce qui nous touche ou pas, même s'il y a des biais cognitifs, et finalement affiner un petit peu ce qui nous touche, ce qui nous porte, ce qui nous structure. Donc cette dimension-là, elle est travaillée, je dirais, dès le plus jeune âge. Donc en fonction, je dirais, de notre parcours de vie, en fonction des familles ou du milieu, De notre effectivement, il va y avoir environnement beaucoup d'influence. Ouais. Beaucoup D'accord. d'influence. Écoutez, messieurs, notre grand échange arrive déjà à sa fin. Nous avons cherché à mieux comprendre comment exercer notre libre arbitre, mais la représentation que l'on se fait de notre devoir citoyen, c'est aussi façonné avec l'histoire. On en parle tout de suite dans l'œil de l'expert avec l'historien Ismet Kurtovic. Ismet, bonsoir, vous êtes avec nous depuis Poya. Bonsoir. Alors, merci de nous rejoindre. Vous avez beaucoup particulièrement travaillé sur la période de l'après-Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie. En France, la paix a apporté le droit de vote aux femmes dès 1945. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, avec un calendrier légèrement différent. Mais à partir de 1944-45, le droit de vote se généralise. D'abord aux femmes européennes, les femmes caldoches en somme, puis à l'ensemble des Kanaks par généralisation du droit électoral lié à la généralisation de la citoyenneté française. Et la chose prendra plusieurs années car il s'agit de répartir de façon révolutionnaire, en somme, les responsabilités politiques en Nouvelle-Calédonie. Oui, vous en parlez. Hein. Donc effectivement, il faut attendre 1946 avec l'abolition du code de l'indigénat pour que le droit de vote soit ouvert aux Kanaks. À cette époque, il était conditionnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui votait, qui avait le droit de voter, et puis peut-être avec quel engouement ? Oui, en réalité, dès 1945, le droit électoral est ouvert aux nationaux kanaks. D'accord. Mais il est conditionnel en ce sens que seuls, par exemple, les anciens combattants, les fonctionnaires, les responsables coutumiers des tribus et des districts sont autorisés à voter. Et petit à petit, le corps électoral de la population adulte kanak va s'élargir. Oui, avec une date, 1951, une loi qui élargit le collège électoral. Donc là, on estime que 60% des Kanaks peuvent voter. Qui n'y a pas encore accès ? Oui, à partir de 1951, le corps électoral en Nouvelle-Calédonie est très élargi. Bon, il y a les femmes européennes qui votent et à partir de 1951, c'est difficile à évaluer parce qu'on ne connaît pas précisément la population éligible au droit électoral, mais entre 60 et 70% des adultes kanaks, hommes et femmes, ce qui est aussi une révolution un peu interne à la société kanak, puisque on demande l'avis des femmes pour des élections à partir de 1951. Et le suffrage universel arrive en 57 ? Alors, entre 1951 et 1957, le droit électoral, il est réglementé de façon particulière par la création de circonscriptions électorales plus petites, internes, soit aux terres coutumières, soit aux terres non coutumières. Et on aura quelques élections municipales qui se feront sous ce régime-là. Et puis en 1957, c'est un vœu qui est déposé par les conseillers généraux kanaks, qui sont élus depuis 1953 déjà, demandant l'instauration du suffrage universel. Il est voté à l'unanimité et donc il est mis en vigueur à partir de cette année-là. Quand il est demandé, encore une fois, il est demandé précisément parce qu'on y est presque en somme. Oui. Comment est-ce que cela s'est traduit dans la société calédonienne ? Qu'est-ce que cela a changé ? Eh bien, cela a changé en ce sens que les responsabilités politiques de gestion du pays et des municipalités est fait
collégialement, en somme, avec des élus qui sont élus par les populations des tribus et des districts et par des élus européens, élus par la Brousse et Nouméa. Alors, il faut bien voir qu'à cette époque, la quasi-totalité de la population kanak vit sur terre coutumière et aux îles. Et les irruptions dans le salariat et la société de la ville, elles sont ponctuelles et saisonnières, mais elles se développent de plus en plus. Donc, le vote, le sens de ce vote dépend aussi de l'ensemble des conditions de vie et des revendications. Au départ, les élus kanaks amènent un programme au Conseil général et le font valoir dans un sens d'un rééquilibrage social, d'une formation professionnelle pour un accès plus grand au salariat, donc toute une panoplie de revendications qui pourront être d'autant plus satisfaites progressivement que l'État engage une politique de rééquilibrage avec le FIDES, un fonds d'investissement dédié justement aux ex-colonies à partir de 1946. Mais alors, revenons à l'époque actuelle. Que reste-t-il, selon vous, de cette histoire dans la représentation politique et l'importance du vote? Il reste simplement la fierté de cet acquis, qui est très précoce si on le compare d'ailleurs aux pays qui entourent la Nouvelle-Calédonie par rapport, par exemple, aux Maoris, aux Aborigènes et aux ressortissants du Vanuatu et des Salomon. En 1953, en Nouvelle-Calédonie, il y a des conseillers généraux kanak et après des ministres dans le gouvernement. Donc chez nous, ça va très vite, assez vite finalement. Et donc il ressort une fierté pour cela, à condition de s'en souvenir et de le célébrer, ce qui n'arrive pas souvent, quoi. Oui, il faut... Et surtout pour les femmes aussi. On oublie qu'à ce moment-là, les femmes font irruption progressivement. Mais vous voyez, par exemple, grâce finalement aux valeurs de l'Église catholique et de l'Église protestante, les femmes sont associées aux discussions pour les cahiers de revendication. Ce qui, aux yeux des contemporains, est vu comme une chose assez nouvelle, finalement. Très bien. Merci, Ismet Kurtovic. C'est service. déjà la fin de cet échange. Vous l'aurez compris, voter est un acte qui nous appartient à chacun d'entre nous. À nous de construire notre libre arbitre en diversifiant nos sources d'information et en écoutant aussi peut-être les propos des autres. Merci à tous et très belle soirée sur Calédonia.